Frères et sœurs d'Europe, amis de l'Occident, bonsoir. Des chefs d'État qui s'agenouillent en demandant pardon. Des policiers qui participent à des mises en scène, des pièces de théâtre bizarroïdes et masochistes dans lesquelles ils se font humilier, et ils font ça volontairement. Des grands groupes, des firmes comme Uber Eats, qui assument parfaitement de discriminer en faveur des commerces tenus par des hommes noirs ou des femmes noires, au détriment bien sûr de nous autres, des blancs. Castaner, notre cher ministre de l'Intérieur, qui déclare, ça s'est passé aujourd'hui au moment où j'enregistre cette vidéo, que les émotions priment sur les règles juridiques. Alors ça c'est incroyable, les émotions priment sur les règles juridiques. C'est la porte ouverte à tout. Nous avons le monde entier contre nous, les amis, on ne va pas se le cacher, et demain sera très dangereux, très difficile pour nous tous. La justice fait déjà ce qu'elle veut, et ça va aller de pire en pire, puisque, à l'image de Castaner, elle va pouvoir prendre des décisions et les prononcer au nom de ses émotions. Et j'ai un scoop pour vous, les amis, la justice ne va pas s'émouvoir, elle ne le fait pas, aujourd'hui elle ne le fera pas demain, la justice ne va pas s'émouvoir de la disparition des Européens progressive de leur propre continent. En face de ça, nous tenons les positions. C'est difficile, c'est une tempête absurde, effrayante, hilarante par certains aspects, mais l'effroi l'emporte tout de même, violente à notre égard. Mais nous, on a l'impression d'être les dernières personnes saines qui restent en France et sur Terre, en tout cas dans le monde occidental. On tient debout, on fait face, on a raison, on sait qu'on a raison. Mais il y a un gros problème, mes amis, et c'est de ça que je voulais parler ce soir. Avoir raison ne suffit pas. Je suppose qu'un certain nombre d'entre vous s'attendaient à ce que je commente l'actualité qui est riche, qui est dense. Effectivement, il y a beaucoup à en dire. Mais si vous voulez vraiment être connecté à mes opinions, à mes avis sur ce point-là, donc je parle des émeutes aux États-Unis, évidemment, on ne parle que de ça en ce moment, qui ont suivi la mort de cet homme noir, M. Floyd, et de ce comportement, il est vrai, assez étonnant de ce policier. J'en ai parlé sur mon autre chaîne Vive l'Europe, ma chaîne d'entretien, avec M. Jared Taylor, qui m'a fait l'honneur d'accepter cette interview. Donc si vous tapez dans la recherche YouTube Vive l'Europe, Jared Taylor, vous allez tomber sur cette vidéo très facilement. C'est la dernière en date au moment où je poste cette vidéo. Et de toute façon, en description et en commentaire épinglé, blablabla, pendant que je suis en train de parler, vous trouverez ce lien vers cette vidéo où, en même temps, évidemment, que j'ai posé des questions à Jared Taylor, eh bien, j'ai aussi donné mes avis, j'ai développé mes idées. Donc, on va dire, pour ce sujet-là, tout a été dit dans cet échange d'un peu plus d'1 heure. Ce n'est pas de ça dont je voudrais parler ce soir. Je voudrais parler des conséquences d'un tel événement qui a pris une envergure mondiale, comme on l'a vu, les conséquences, et comment réagir, comment agir, ne plus seulement parler, mais agir. Ce que j'ai constaté au fil des années, c'est que l'extrême droite a souvent, pour ne pas dire tout le temps, les bons diagnostics sur les faits de société, sur ce que va être le monde de demain, le futur. Tous les groupes nationalistes ont, on dirait, des idées qui contiennent plus de vérité que ce que les médias nous disent à propos du quotidien. Ça, c'est clair. Pour autant, nos discours n'arrivent pas à convaincre les masses. Alors, à ce point de mon exposé, je voudrais que vous compreniez qu'il ne s'agit en aucun cas, et je suis sincère, d'un clash ad hominem. Je ne pense pas en particulier à quelqu'un ou à un groupe patriote. Je nous inclus tous dans cet échec. On fait tous partie du camp national. Le camp national est dans l'échec, donc nous sommes tous dans l'échec. C'est une erreur collective sur laquelle il faut réfléchir, je crois. J'essaye de mon côté de corriger le tir depuis environ 6 mois en faisant des vidéos qui sont tout à fait différentes de ce que je pouvais proposer dans la première partie de ma carrière, si on peut dire. Depuis la rentrée 2019, la rentrée scolaire 2019, septembre-octobre, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je me suis éloigné de l'actualité pour sortir du commentaire, ce qui m'avait fait connaître, le commentaire, le bad buzz aussi, ça je l'admets volontiers. Ça a participé, on va dire, de ma réputation et ça a permis d'agréger autonomément un public.
Et je me suis dit, bah, ça ne suffit plus, ce n'est plus ce que tu veux faire. Et je suis allé vers autre chose qu'on pourrait appeler, même si je n'aime pas l'expression, elle veut quand même dire ce qu'elle veut dire, un développement personnel d'extrême droite. C'est-à-dire que je ne suis plus le pamphlétaire ou le chroniqueur qui, à l'image de ce que peut faire Zemmour à la télé, ben moi je le fais sur Internet, je le faisais sur Internet, c'est-à-dire il y a un événement d'actu, à chaud, je réagis, j'en écris un texte brûlant et vous avez plaisir à vous apercevoir que j'ai le même avis que vous, d'accord? Ce temps-là, pour moi, est en partie révolu. Si je le fais dans le futur, ça sera simplement pour ramener des spectateurs sur la chaîne, en pure volonté stratégique, mais ce n'est plus ce que je veux faire. Et ça, c'est vrai que les gens m'ont un peu, je ne dirais pas qu'ils m'en ont fait le reproche, mais en tout cas, ils ont été un peu ébobis. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce que je produise des vidéos comme ça, comme certains de mes lives, un live sur la paresse, sur la fainéantise, qui est pour moi le cancer de l'Occident, sur les addictions. J'ai également fait un live sur l'Europe de l'Est où j'ai énormément motivé les gens à sortir de leur torpeur afin d'aller vers l'autre. Et l'autre, quand on est un homme par exemple, c'est la femme. J'ai fait également une conférence en juillet 2019 que j'ai diffusée ensuite sur Telegram sur le bonheur. Tous ces sujets en réalité semblent un petit peu éloignés du nationalisme, mais sont pour moi au contraire essentiels pour, je dirais, réfléchir et pour établir, on va dire, une stratégie de reconquête. Alors, ce qui m'a été reproché, je précise que ces vidéos controversées ont fait en cumulé un nombre de vues assez incroyable. Quand j'avais fait l'addition, on est arrivé à plus de 160 000 vues. Donc elles ont été très regardées, mais elles ont été aussi beaucoup critiquées. Une partie de mon public a compris l'enjeu, a compris ce que j'ai voulu faire. L'autre a été complètement réfractaire. Ce qui m'a été principalement, la critique principale que j'ai reçue, je peux la comprendre en première intention, mais je vais quand même m'expliquer, c'est de dire, finalement Daniel, t'es qui pour nous dire comment nous comporter? De quelle hauteur, de quelle autorité, pour qui tu te prends? Alors, je vais vous dire pour qui je me prends. Je vais me définir pour ceux qui ne me connaissent pas encore et peut-être pour ceux qui me connaissent trop. Parce que je crois que c'est aussi un problème. J'ai un rapport au public qui n'est pas du tout celui des autres figures du mouvement national. Je suis plutôt bienveillant, amical, proche. Et quand on se sent trop proche de quelqu'un, on oublie ce qu'il est fondamentalement. Ça devient un ami comme un membre de la famille qui est là comme ça de manière un peu holographique. Et donc, les gens, à force de me voir sans arrêt en vidéo, ne savent plus finalement qui je suis et comment me définir. Alors, je vais me définir tout seul. Je suis le représentant du communautarisme ethnique blanc francophone, assumé. Je suis la personne qui l'assume le plus clairement. Il y en avait peut-être d'autres avant, il y en aura, j'espère, d'autres après. Mais actuellement, non seulement il me semble être le plus illustre dans ce domaine-là, mais surtout le seul. J'ai été désigné par un de nos ennemis, un de nos groupes ennemis les plus féroces, les indigènes de la République, comme la nouvelle figure du nationalisme à combattre, la figure la plus iconique de la nouvelle génération, très clairement dans une conférence dont je vous mets un lien en description de la vidéo, qui est très intéressante, qui est passée un peu entre les mailles du filet dans notre camp, mais qu'un camarade m'a envoyé, je le remercie d'ailleurs. Ça veut tout de même dire quelque chose, c'est-à-dire qu'eux voient ça de l'extérieur, ils ne désignent pas telle figure comme adversaire principal, pas telle figure, mais moi, et seulement moi, c'est très clairement dit. Je vous parle vraiment du Parti des indigènes de la République, Ouria Boutelja et tout le tralala. Bon, je m'appelle Daniel Conversano, ça vous le savez déjà, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que c'est mon vrai nom. J'ai volontairement voulu militer avec mon vrai nom, parce qu'il y a tout dans ce nom-là, Daniel, il y a mon origine française de par ma mère, Conversano, le nom de mon père. J'assume encore une fois tout. J'ai eu un procès, j'ai seulement 34 ans, mais j'ai eu un procès pour mes idées et j'ai perdu ce procès. J'ai d'autres procès en cours que je perdrai certainement et c'est pas les premiers et du coup et c'est pas les derniers. J'ai subi 2 agressions, une célèbre face à Alain Soral lors d'un débat, un débat qui a permis de me faire connaître, et une autre à Marseille dans un contexte beaucoup plus anxiogène parce que j'étais dans la rue et pratiquement seul en fait. Donc c'était à Marseille à la fin de l'année dernière, à la fin de l'année 2019. Je reçois des menaces constamment. Je suis insulté en commentaire, j'allais dire quotidiennement. Ça va mieux plus loin que ça. Chaque heure, voilà, si je consulte mes commentaires,
je refresh la page, comme on dit, de nouveaux commentaires d'insultes, de critiques très, très lourds, très engageantes, voilà, contre moi sont publiées. J'ai parlé de menaces, je parle, pour être très clair, de menaces de mort sur moi, sur mes proches. Ça, c'est mon quotidien. Pourtant, je suis quelqu'un d'heureux. Je vous le dis très franchement, je me sens bien, je me sens heureux dans ma vie. Bien sûr, on peut toujours l'être davantage. On y travaille d'ailleurs chaque jour. Je pense que chacun d'entre vous y travaille, j'espère en tout cas. De mon côté, c'est ce que je fais et je suis heureux. J'ai 2 enfants, un qui est en route. Je le compte parce qu'il a 3 mois, il est dans le ventre de ma compagne, mais pour nous, il existe déjà. Il existe déjà parce qu'il existe déjà, de fait. Ma fille, bien sûr, que la plupart d'entre vous connaissent déjà, qui a 3 ans, que j'adore absolument et en tout point. J'aime ma femme, j'aime ma famille, je mange à ma faim, j'ai des projets et des rêves, c'est pas tout à fait la même chose, l'un est plus fort que l'autre, mais l'un entraîne l'autre aussi. Enfin bref, j'aime l'existence, j'aime vivre, j'aime ma vie. Le monde est compliqué, surtout pour nous, surtout quand on a nos idées. Il y a beaucoup de choses laides en ce monde, vous le savez, je le sais, je ne le nie pas. Le quotidien est une épreuve parfois, mais il y a aussi la vie individuelle. Et ma vie, je l'aime bien, je l'aime même beaucoup, j'aime ma vie. Alors pourquoi je dis ça? C'est pas pour me mettre en avant, c'est pas pour me la péter, comme on disait quand j'avais une dizaine d'années, je ne sais pas si ça se dit encore. En tout cas, ce n'est pas simplement le désir d'étaler comme ça mon bonheur en face de vous, c'est de faire ce diagnostic et de comprendre pourquoi moi, qui suis l'ennemi public numéro 1 de la gauche culturelle sur YouTube notamment, et d'une certaine partie de la dissidence, qui me déteste, je dirais une bonne moitié de la dissidence, tout en étant l'ennemi public numéro 1, j'arrive à m'épanouir et à être heureux. Alors pourquoi vous semblez, pour beaucoup d'entre vous, ne pas l'être? C'est quelque chose que je ressens, non seulement je ressens, je le vois, c'est formulé par écrit. Voilà, Daniel, je suis Nacio, je suis pas heureux, ma vie ça me va pas, je vois pas de perspective. Comment tu arrives à être aussi souriant? Quelle est ta formule? Eh bien, je vais en parler dans cette nouvelle partie. Alors c'est précisément ce qui m'a donné envie d'écrire ce texte et d'en faire une vidéo. L'orgueil. Pour moi, l'orgueil n'est pas un défaut, c'est une qualité. Il ne faut pas confondre l'orgueil avec le narcissisme, qui peut être utile quand on est par exemple une figure, quand on doit se présenter, quand on doit apparaître devant une caméra. Il faut toujours une petite part de narcissisme pour ne pas se détester quand on se voit à l'image. Donc ça, le narcissisme est tout de même un défaut, mais peut être utile dans certains contextes. Un vrai défaut, c'est la prétention, croire et faire croire qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas, la vanité. L'orgueil, ce n'est pas, en tout cas ce n'est pas que ça. Il y a un orgueil positif, un orgueil noble. J'appelle ça vraiment l'orgueil noble. Et qu'est-ce que c'est l'orgueil noble? C'est la fierté. C'est la fierté d'être qui on est avec les qualités qu'on a. La plupart des gens ont des qualités. Eh bien, quand on est orgueilleux, on est fier de ces qualités et on a envie de les faire briller. L'orgueil n'est rien d'autre que de l'amour propre. Et je crois que tout part, y compris la fainéantise, part d'un manque d'amour propre, de fierté d'être soi. Parce que quand on est content d'être soi, quand on a de l'orgueil, on a envie de montrer ce qu'on est au monde entier. On a envie de déployer tous les efforts possibles pour que ça se voit. Et moi, j'ai toujours eu cet orgueil de réagir, par exemple, quand il m'arrivait quelque chose d'humiliant, de désagréable, de ne pas me renfermer dans une posture d'échec, mais de me dire au contraire, bon, ok, j'ai perdu une position, comment maintenant je peux en regagner? Comment je peux me remettre dans le coup? Et cette réaction, d'ailleurs cette expression réaction d'orgueil, je ne la vois plus chez un certain nombre de jeunes gens. Et c'est en parlant avec ce cher invité qui m'a permis de faire le Vive l'Europe le plus saisissant, Jean-Paul Leperlier. Eh bien, je salue Jean-Paul Leperlier s'il me regarde. Nous avons parlé justement de la perte dans les nouvelles générations de ce sentiment d'orgueil qui fait agir, qui rend masculin. Qui donne envie, par exemple, de prendre sa revanche quand on a, comme je le disais, quand on a perdu, quand on a dû reculer. Et ça, vraiment, je ne me l'explique pas vraiment. Ça peut être multifactoriel, peu importe les raisons au fond. Il faut le constater et ensuite, il faut corriger la chose. C'est ça qui bloque, c'est ça qui ne va pas, donc il faut essayer d'agir là-dessus. Donc j'ai défini ce qu'était l'orgueil. Et maintenant, je dirais qu'il ne faut pas non plus vous autoflageller,
parce que, je l'ai dit je crois il y a quelques minutes, ce défaut d'orgueil qui n'existe pas dans d'autres populations qui n'ont aucune raison d'être orgueilleux et orgueilleuses et qui pourtant le sont. Et c'est quelque chose qui touche l'ensemble de ce que certains appellent le monde boréal, ce qui ne veut dire rien d'autre que le monde blanc, parce qu'on inclut même dedans des pays qui ne sont pas forcément au nord. Mais c'est une chose que je peux constater, y compris à petite dose en Roumanie, dans la mesure où ces pays qui autrefois étaient très pauvres, aujourd'hui sont toujours en retard par rapport à la France, mais sont beaucoup moins pauvres. Et donc, même dans un pays comme la Roumanie, alors il est vrai que j'habite dans la capitale, mais malgré tout, j'ai pas mal voyagé dans le pays. Et je donne un exemple, les Roumains sont très attachés au fait d'avoir une belle voiture, pour eux ça compte. Et même les Roumains qui sont prolétaires arrivent aujourd'hui à acheter aux alentours de 40-45 ans une Audi à 30, 40, 50 000 euros. Je veux dire, ce n'est pas pour eux de l'ordre de l'inaccessible, ce n'est pas un rêve de millionnaire, c'est quelque chose qu'ils peuvent avoir et qu'ils ont. Donc, la vraie misère, en réalité, est en train de disparaître totalement d'Europe, y compris dans des pays qui ne sont pas florissants, qui ne sont pas scintillants je dirais, sur un plan économique, parce que tout simplement, le niveau de vie général s'est élevé. Et où est-ce que je veux en venir ? Eh bien, les désirs premiers des Blancs sont remplis, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'enjeux au quotidien pour notre survie immédiate. Et lorsqu'il n'y a plus d'enjeux pour la survie immédiate, si l'homme ne trouve pas un projet auquel adhérer et un projet à suivre, eh bien, il tourne en rond, il cogite, il déprime, il devient flasque, inactif, et c'est ce qui nous pend au nez. C'est ce qui est déjà arrivé à une grosse partie du monde occidental, et là j'emploie le mot occidental dans son expression ancienne, c'est-à-dire Europe de l'Ouest, Amérique. Mais peu à peu, ça contamine en fait tout le monde blanc qui sort depuis que le communisme n'existe, a perdu, a capitulé. En tout cas dans le monde blanc, peut-être qu'il se préserve encore en Asie sous d'autres formes, mais chez nous en tout cas, donc l'ex-bloc soviétique, URSS et les pays qui étaient communistes autour, ont plongé maintenant dans l'économie capitaliste, pour le meilleur en termes de confort. Et la conséquence, c'est que majoritairement, on a le sentiment de voir des gens qui vivent sans autre raison que le fait de vivre. C'est-à-dire, en gros, se laisser porter par la vie. Et au quotidien, aller au travail, faire des choses qu'on leur dit de faire sans se poser trop de questions. Et finalement, comme ça, progresser dans la vie sans réel but transcendant. Et c'est ce qui fait que, je ne parle pas de religion ici, je parle simplement d'un projet, suivre un projet plus grand que soi-même. Encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est simplement une constatation que maintenant que les désirs premiers sont remplis, sans même qu'on ait quoi que ce soit à faire pour qu'ils le soient d'ailleurs, il y a une sorte, on a l'impression que les gens pédalent dans l'huile. Et ça, je l'ai ressenti en France, je l'ai ressenti dans d'autres pays, je l'ai ressenti en Italie, je l'ai ressenti en Suisse, je l'ai ressenti aussi ici, de manière moins forte. Mais c'est une question d'intensité, ce n'est pas une question de nature. La nature du problème reste la même. Quand on n'a plus un projet qui nous fait palpiter le cœur, peu à peu, finalement, on existe simplement, on laisse passer la vie, on laisse couler la vie en soi. On ne mord pas l'existence à pleines dents. Ça fait un peu vocabulaire comme ça de maître yogi, de maître de yoga, voilà. Mais c'est une réalité et je l'ai constaté. Alors maintenant, comment on sort de ça et comment comprendre que c'est la source, c'est souvent la source en fait du malheur. Le malheur humain, c'est l'absence de projection. C'est-à-dire, vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses. Vous continuez simplement, vous avez une vie qui sur le papier est agréable, mais en fait vous n'y trouvez aucun plaisir. Mais c'est parce que vous n'avez pas un projet qui vous fait palpiter le cœur. C'est ça, il faut vraiment le comprendre. Et ce projet-là, pour nous, c'est celui de la Grande Europe. C'est d'abord celui de la libération, c'est-à-dire nous sommes envahis, nous voulons ne plus l'être et nous le voulons ardemment. C'est pas comme ça, ah j'aimerais bien, je retourne à mes conneries internet. Non, c'est vraiment quelque chose qui nous hante et on veut militer pour que ça ne le soit plus. Et surtout, on veut dépasser nos limites. Ça c'est l'étape 1. La libération, la remigration, la réémigration, la démigration, comme l'appelait
mon ami défunt Guillaume Faye, eh bien, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est reprendre le contrôle de notre destin et imaginer, poursuivre des projets et des rêves qui dépassent ce que nos ancêtres ont réussi à produire en beauté, en intelligence, en poésie. Et ça, c'est un projet. C'est un projet énorme, mais il n'y a que les projets qui nous dépassent, qui nous semblent, comment dirais-je, gigantesques, inatteignables, qui, lorsqu'on y croit suffisamment fort, animent un homme suffisamment pour le rendre heureux et pétillant et sur le qui-vive, comme je le suis par exemple moi. J'avais évoqué cette chose-là dans une conférence d'1 heure que j'avais faite à Paris en surprenant un peu mon public quant au sujet sur le bonheur. J'avais expliqué la différence entre le bonheur et la joie instantanée, par exemple. Et au début de mon intervention, j'ai aussi dit que souvent, on a tendance à confondre le monde, la vie collective, par exemple dans un pays, l'état d'un pays à un instant précis, avec nos vies individuelles. Peu importe ce qui se passe dans un pays, peu importe ce qui se passe dans le monde, vous devez d'abord travailler à la réussite de votre propre vie. Parce que si vous n'êtes pas heureux vous-même, si vous n'êtes pas épanoui, vous ne serez pas un bon militant. C'est quelque chose que j'ai dit dans cette conférence et que je répète, c'est qu'il y a, et là je dirais pratiquement 100% des spectateurs de la dissidence ou des militants de terrain qui, depuis des années comme ça, croient au combat, croient aux élections possibles du ex-FN qui est maintenant le RN et qui, entre deux élections, finalement, hibernent en attendant, comme ça, dans l'espoir transi d'une solution. Et en attendant, leur vie personnelle n'avance pas. Ça, c'est la première des erreurs. C'est-à-dire que, ok, dehors, c'est de mal en pis. La situation qu'on vit en ce moment est exceptionnellement, c'est absolument exécrable. On n'aurait jamais pu imaginer il y a 5 ou 10 ans, franchement, on m'aurait dit les Blancs qui s'agenouillent, les présidents, les ministres, dans pratiquement l'entièreté du monde blanc, comme ça, qui font carpette. Vous m'auriez dit il y a même 5 ans, je n'aurais pas cru. J'aurais dit non, ça fait même un mauvais scénario de fiction parce que c'est exagéré. Et pourtant, c'est arrivé. La réalité dépasse nos pires cauchemars. Ça, je le sais même mieux que vous. Mais ce que je sais aussi, c'est que rien ne vous empêche de réussir les objectifs personnels que vous vous fixez. Et c'est parce que ces objectifs ne sont pas remplis qu'il y a une telle quantité de névroses et de malheurs dans la dissidence. Et c'est contre ça que je peux lutter et c'est donc contre ça que je veux lutter. Alors le truc, c'est que je sais pertinemment que pour la plupart, vous n'êtes pas des gens, vous n'êtes pas idiots et vous savez en général ce qui ne va pas. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre existence, mais vous ne le changez pas. Vous avez parfaitement vu ce qui ne vous plaisait pas, ce qui n'allait pas, ce qu'il ne faudrait pas faire, et pourtant vous continuez de le faire. Et ça, je l'ai vu des milliers de fois, si ce n'est pas des millions. Un exemple classique, vous n'aimez pas, vous détestez la diversité, et vous vivez au milieu de ces gens-là. Ne me dites pas, il n'y a pas d'autres solutions. Si, il y a toujours des solutions. Si vous ne voulez pas vivre avec ces gens-là, vous pouvez ne pas vivre avec ces gens-là. C'est encore possible, en France et ailleurs. Vous vivez au quotidien, et je dirais même, excusez-moi l'expression qui peut fâcher, vous êtes l'esclave de femmes que vous méprisez parce que ce sont des femmes trop indépendantes, qui n'ont pas d'égard pour vous, qui ne vous veulent pas sexuellement, mais vous continuez, ou affectivement, vous continuez de les liker dans l'espoir que peut-être un jour ça passera dans un trou de souris. Donc, toutes vos vies, en fait, sont faites de désirs paradoxaux, de désirs contradictoires même. Et je répète, vous devez arrêter de faire des choses que vous ne voulez pas faire. Arrêtez de faire quotidiennement, jour après jour, des choses que vous n'aimez pas ou que vous ne voulez pas faire. Et avant de rétorquer « Ah, c'est plus facile à dire qu'à faire, Dany », non, juste prenez la phrase, essayez de l'appliquer purement. Comment on fait pour l'appliquer ? Identifiez déjà, et ce n'est pas une mince affaire, c'est une opération qui peut prendre des jours, voire des semaines, identifiez dans les domaines clés de la vie ce que vous voulez faire et faites-le. D'accord ? C'est peut-être plus facile de le voir de cette manière positive. Mais c'est la même chose. Il y a des choses que vous faites et que vous n'aimez pas faire. Rien ne vous oblige à les faire en réalité. Sinon, l'habitude, la peur de changer de comportement, la peur de tout simplement de renverser l'échiquier, de changer de vie, tout un tas de choses. En fait, la peur est à l'origine d'un certain nombre de non-changements.
Quand quelque chose ne va pas, quand une formule ne fonctionne pas, il ne faut pas s'entêter comme une poule, comme ça, sur un grillage. Si vous êtes sur des sites de rencontres en France, vous avez essayé plein de choses, différentes descriptions, différentes photos, différents poids, différentes coupes de cheveux, que ça ne passe pas, arrêtez d'essayer encore une fois. Changez la formule, changez de choses. Essayez de trouver des femmes dans le vrai monde, essayez de changer de région, essayez de changer de coin, essayez de changer de pays. D'accord ? En tout cas, ne restez pas bloqué en face d'un mur quand il n'y a pas de solution. Alors, ça paraît peut-être assez flou, ce que j'essaye de dire, c'est-à-dire on comprend l'esprit, mais dans la lettre, dans la pratique, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Mais je vais prendre l'exemple de cette indécision, parce que le gros problème aussi, j'ai remarqué, c'est que les gens aujourd'hui sont extrêmement indécis. On leur demande qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Ah c'est compliqué. Alors, quand ça commence comme ça, déjà c'est mal parti, c'est compliqué. Moi, si vous me demandez qu'est-ce que je veux faire de ma vie, c'est pas compliqué pour moi. C'est-à-dire, en gros, j'ai déjà réfléchi à la question, j'ai déjà une réponse. Si déjà à cette question, vous n'avez pas de réponse, il y a un problème. Vous devez corriger ça. Quand quelqu'un vous demande qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, si vous ne savez pas répondre en 10 secondes quels sont vos objectifs, c'est qu'il y a un problème. Vous n'avez pas d'objectif. Et donc, en fait, quand on n'a pas d'objectif, on vit pourquoi ? On se laisse porter par la vie. On est comme un ruisseau, comme ça on avance. Tu vas où ? Oh, je sais pas, mais j'y vais. Et c'est comme ça que naît le malheur, la léthargie. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se laisse marcher sur la gueule par les autres, qui, eux, ont un objectif. Donc, par exemple, sur la question, vous êtes à un âge intermédiaire, vous avez fini vos études, vous avez 25, 30, 35 ans, et vous n'êtes pas heureux à l'endroit où vous êtes, et vous demandez qu'est-ce que je pourrais faire, où est-ce que je vais ? Il n'y a pas 50 solutions, il y en a 3, par exemple. Là, on parle de la géographie. Je suis nationaliste, ethno-nationaliste, j'ai les idées que j'ai tes idées, Dany, j'habite à tel endroit, pour l'instant, que faire ? Il y a 3 solutions. 2 de ces solutions sont de rester en France. La première est de rester dans une grande ville, Lyon, Marseille, Paris, Bordeaux. Pour X raisons qui, à vrai dire, m'indiffèrent et qui vous concernent, vous voulez absolument. Vous avez identifié, vous avez bien réfléchi, vous habitez par exemple à Paris ou à Lyon et vous voulez y rester. D'accord, c'est votre choix. Du moment que vous avez fait ce choix, votre seule option, c'est gagner de l'argent. Quand vous avez les idées, bien sûr, là je parle à des nationalistes, quand vous avez les idées qu'on a, si vous voulez ne pas être coincé dans des existences pourries et être malheureux, la seule solution à long terme, ça peut marcher quand on a 18, 19, 20 ans parce qu'on est encore dans l'apprentissage de l'existence, on n'est pas dans la construction d'un projet. Mais quand on est adulte, on a dépassé les 25, 30 ans, on doit se poser ces questions-là. Qu'est-ce que je fous dans ces villes-là ? Eh bien, la seule réponse, c'est « Ok, je suis là, j'ai une compétence, j'ai un talent, je peux avoir cette prétention salariale et donc ensuite obtenir ces choses-là qui vont me protéger en partie, on ne peut jamais totalement, mais en tout cas me faire baigner au-dessus de la boue multiculturelle et peut-être envisager d'avoir des enfants. Alors, après, dans quel domaine ? À vous de voir. Une fois que vous avez l'objectif, bizarrement, identifier l'objectif et être certain que c'est ce qu'on veut, c'est-à-dire par exemple vivre, vous êtes un citadin, vous dites « Merde, j'ai pas envie de laisser la ville à mes adversaires, je n'ai pas envie de la leur laisser à eux, c'est ma ville, je suis français, j'ai le droit, mes parents sont tous les deux nés à Bordeaux, je veux vivre à Bordeaux. Comment faire ? Eh bien, ça dépend des villes, mais pour une ville que j'ai connue comme Paris, j'estime que pour avoir une famille de 2 enfants à Paris, ce qu'il faut, c'est 8 000 balles. Il faut 8 000 balles par mois. Il faut entre 6 et 9 000 balles par mois pour être dans Paris intramuros. Là, j'ai pris vraiment volontairement l'exemple le plus trash, d'accord, le plus difficile à mettre en pratique. Donc là, peut-être vous êtes très loin du truc, je sais pas, vous êtes facteur, vous êtes sans emploi, vous tournez à 1 000 € difficilement ou au black par mois, vous dites mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Oui, mais il n'y a pas d'autre solution. Si vous voulez absolument vivre en ville, dans les villes de province, et que vous voulez une famille, parce qu'un militant européaniste veut une famille. Si vous ne voulez pas une famille, il y a un problème, c'est que vous n'êtes pas en accord total avec nos idées. C'est du moins comme ça que je le vois. Mais de toute façon, que vous soyez ou pas père de famille, pour vivre décemment dans des villes comme ça, dans des villes de province, il faut plus de 3 000 – 4 000 €, et à Paris, il faut plus de 6 000 – 7 000 €. C'est comme ça. Donc, du moment que vous avez choisi cet objectif, vous devez tout faire, choisir les professions, soit la créer vous-même en devenant chef d'entreprise, auto-entrepreneur, soit en étant salarié et en bossant comme un fou, passer des concours, tenter tel ou tel piston, cumuler 2 jobs pour arriver à ce salaire qui est indispensable, on va dire, pour maintenir un niveau de vie décent au vu de vos idées et de votre rapport à la diversité.
Alors, le deuxième moyen de rester en France dans des conditions acceptables, pour ceux pour qui les villes sont des cauchemars, eh bien, il y a l'installation à la campagne qui pose des problèmes différents, je crois moins angoissants peut-être, moins aliénants aussi, mais qui sont tout de même des problèmes. Je dirais que souvent, toujours pareil, tout ça part d'un manque de volonté, d'un manque d'effort sur soi, mais combien je vois de gens qui rêvent à ça sans le mettre en pratique. N'attendez pas 30 ans pour réaliser vos rêves. Si vous avez 25 ans et que vous vous sentez mal dans les villes et quand vous êtes à la campagne, l'odeur comme ça là, de la bouse de vache, des forêts et même du vent, et oui, vous émeut et que vous voulez absolument vivre ici, eh bien, faites en sorte d'y habiter dans les meilleures conditions possibles. Vous savez, je prends toujours cet exemple de maisons magnifiques en Bretagne qui a à flanc de falaise avec la mer comme ça à l'horizon à 50 ou 100 mètres en fait. Hein, vous pouvez mettre les pieds dans l'eau quand vous voulez. En fait, c'est des vies frugales, loin du brouhaha de la ville, mais des vies incroyables. Je connais des gens qui vivent comme ça. Pour la plupart d'ailleurs qui sont sans emploi, parce que ça c'est aussi le truc extraordinaire de la France, c'est que eh bien, avec par exemple, si vous avez une compagne ou un compagnon et que vous ne travaillez pas, eh bien, avec 1 ou 2 enfants, toutes les aides font que vous arrivez à payer le loyer de votre maison, qui est magnifique et qui est le rêve finalement de beaucoup de nations. Ça aussi, un reproche que je ferais, c'est que les nations rêvent d'une vie simple, familiale, façon petite maison dans la prairie. En réalité, cette vie, elle est possible, on peut la mener dans la France d'aujourd'hui, mais c'est simplement une question de décision, c'est-à-dire quitter tout ce qui en ville pouvait être de l'ordre du passe-temps, du divertissement et de la vie sociale. On gagne en tranquillité, en calme, et le bonheur c'est aussi le calme, mais on perd évidemment en divertissement. Et je crois que la plupart du temps, les gens ne sont pas prêts, ils ont ce rêve voilà, d'aller à la campagne, mais ils ne sont pas prêts à abandonner ça. Mais simplement, je le répète, là l'objet de cette vidéo c'est de vous mettre un peu des coups de poing dans le foie, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez, bordel? Si vous voulez vivre à la campagne, allez vivre à la campagne. C'est pas difficile, il n'y a pas 50 trucs à faire. C'est vrai que ce qui pose problème, on pourrait développer sur ce point-là, je pourrais en parler 1 heure de la campagne, c'est souvent, aller s'enterrer à la campagne sans avoir une nana au préalable ou sans avoir un mec, c'est compliqué. Cherchez aux bons endroits. Cherchez les gens de la campagne à la campagne. Cherchez une femme de province en province. Ne vous projetez pas dans mince, j'arrive à trouver personne à Tinder Paris, comment je vais faire à Rennes, à la campagne? Quand on veut, on peut. Voilà. Il existe des femmes qui veulent vivre à la campagne, d'accord? J'en connais moi-même, j'en connais un certain nombre, qui vivent même déjà parfois toutes seules à la campagne. Donc si elle veut vivre à la campagne, et vous aussi, vous allez vous trouver à un instant précis. Il va y avoir un croisement dans les galaxies. La troisième option, je vous dis, pas 150, c'est l'expatriation. Alors ça, je ne veux pas rester longtemps dessus parce que j'en parle régulièrement, notamment dans mon espace privé, Super Danny Live, environ 1 direct sur 3. J'évoque l'expatriation, je connais bien parce que moi-même, je me suis expatrié. Alors là, c'est pareil, une expatriation se prépare. Vous devez déterminer dans quel pays vous avez envie de vivre. D'abord, il faut visiter, évidemment. Et quand vous avez une émotion particulière pour un pays, aujourd'hui, il n'y a rien de plus simple, franchement. Il n'y a que la flemme et le manque d'orgueil, c'est-à-dire le manque de désir, en fait, de manger la vie, de dire « Ah, je vais aller là-bas, je vais poser mon nid là-bas, et j'ai pas de nana, je vais la trouver là-bas, ça va devenir ma nana, et je vais faire ma famille à cet endroit parce que je l'ai décidé. » C'est ça l'orgueil. Vous décidez quelque chose, vous savez en vous-même que c'est possible, et vous prouvez au monde entier. Évidemment, c'est une façon de parler, le monde entier s'en fout, mais pour vous, c'est important. Vous vous êtes fixé cet objectif d'aller habiter en Slovaquie, vous allez habiter en Slovaquie et vous allez trouver votre compagne là-bas, encore plus facilement qu'en France d'ailleurs, quoi. Donc, aujourd'hui, il y a 15 ou 20 ans, c'était une épreuve comme ça, d'aller se jeter comme ça dans l'inconnu, dans des pays qui venaient de sortir du communisme, qui n'avaient pas grand-chose à offrir, dans lesquels la connaissance de l'anglais était approximative, voire nulle. Tout ça a énormément changé en une poignée d'années. Aujourd'hui, une recherche Google permet de trouver des emplois à l'étranger. Et vous pouvez même trouver l'emploi avant même de vous déplacer. C'est-à-dire, vous faites ce travail de recherche d'emploi et le jour où vous arrivez pour vous installer, définitivement, vous avez déjà 3 entretiens d'embauche. Sur les 3, vous allez au moins en réussir, hein, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc en fait, ce n'est pas du tout la solution la plus complexe, c'est simplement que ça se prépare. Et encore une fois, je dis que ceux
qui en parlent, mais ne le mettent pas en pratique, n'ont pas une volonté assez forte ou ils ne croient pas assez en eux. Et donc ça, c'est un problème d'orgueil et ça peut se corriger. Il faut simplement que vous fassiez ce que vous avez envie de faire. Vous rêvez de l'Europe de l'Est, allez en Europe de l'Est. Donc moi, je vous le dis, si par exemple vous craignez d'aller en Europe de l'Est et ne pas trouver un travail là-bas, mettez de côté, avant en France, environ 6 000 euros. Entre 6 000 et 8 000 euros. Si vous mettez entre 6 000 et 8 000 euros, ça dépend des pays. 8 000 euros, c'est beaucoup trop pour l'Ukraine, mais c'est juste ce qu'il faut, par exemple, dans des pays comme la Pologne maintenant. Avec 6, 7, 8 000 euros de côté, comme un budget vacances, vous pouvez vivre chichement, mais suffisamment. C'est-à-dire si vous faites pas si vous déconnez pas en allant au resto tous les jours, vous pouvez vivre dans des villes comme Cracovie, Varsovie, Bucarest, avec 6 7 000 euros sur un an. Voilà, donc ça paye le loyer de l'appart où vous serez quand vous allez arriver. Et vous avez un an pour trouver un job et aussi un compagnon ou une compagne si vous n'avez pas trouvé. Vous voyez, en fait, il suffit de le décider. Dans la vie, vous n'avancez pas parce que vous ne décidez pas les choses fermement. Il y a un phénomène psychologique, enfin même psychiatrique, qui est l'aboulie. Alors je ne dis pas que vous en souffrez à un degré pathologique, je ne suis pas médecin, mais l'aboulie, c'est l'incapacité de choisir. Vous savez, en philo, on parle de l'âne de Buridan. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. L'âne de Buridan, en fait, c'est un âne qui est mort parce qu'il n'a pas réussi à choisir entre une carotte et une botte de foin. Il n'a pas réussi à choisir ce qu'il voulait manger. Eh bien, je crois qu'il y a ce problème, encore une fois, pas seulement dans l'extrême droite, chez les Blancs en général. Parce que comme les Blancs n'ont plus un projet sacré, le projet religieux, et qu'ils ne l'ont pas remplacé par un autre projet qui peut être une idéologie, qui peut être la Grande Europe. Moi, c'est ce qui me fait vibrer. L'idée de la Grande Europe qui avait Faye, qu'a Thomas Ferrier, que je salue, Robert Steukers, Jared Taylor aussi. Alors là, ça prend des proportions incroyables, mais tous ces gens-là, en fait, ont ce rêve-là, et moi, je l'ai aussi, et c'est ce qui me fait vibrer au quotidien. Et ce rêve peut être un rêve politique, ça peut aussi être un rêve personnel, simplement, voilà, développer, avoir 3 ou 4 beaux enfants, vous êtes un homme blond, vous voulez absolument avoir des enfants blonds, trouver votre blonde est un objectif en soi, c'est un projet et c'est un rêve, mais simplement, vous devez le décider comme une chose, un peu comme quand on passe son permis de conduire, on se dit, je dois absolument avoir mon permis de conduire parce que sinon je ne peux pas circuler, j'en ai besoin pour mon boulot, à un moment donné, on se fixe ça comme un objectif, c'est-à-dire on ne pense qu'à ça au quotidien, eh bien il n'y a que comme ça qu'on réussit en fait, en prenant des décisions fermes et en ne lâchant pas prise tant qu'on n'a pas atteint l'objectif. Je crois que la chose la plus importante que vous devez retenir, c'est qu'il ne faut jamais, je dis bien jamais, prendre de demi-décisions. Les décisions, c'est comme la sensation de faim. Soit on a faim, soit on n'a pas faim. On n'a pas demi-faim, en réalité. C'est blanc ou c'est noir, la vie. C'est noir ou c'est blanc, dans le sens que vous voulez. On ne prend pas des demi-décisions, on ne se fixe pas des demi-objectifs, sinon on ne les remplit pas, on les remplit à moitié, c'est-à-dire qu'on ne les remplit pas. Moi, je peux vous aider en ce sens, car j'ai toujours été une locomotive. C'est une qualité que j'ai. Je ne ressens pas comme un poids le fait d'aider les autres, au contraire, ça m'a toujours stimulé, en particulier des braves et surtout des volontaires. J'appelle volontaires les membres de mon groupe Super Danny Live, volontaires parce que ce sont finalement les personnes qui sont le plus fidèles à mes côtés et qui, en plus de m'apporter leur soutien financier par l'abonnement, par les achats de livres, etc., depuis des années, eh bien, sont aussi les plus motivés. C'est-à-dire quand je propose quelque chose, il y a une initiative qui naît, de moi ou une initiative qui vient d'ailleurs, mais du camp national, eh bien ces gens-là sont en général les plus réactifs. Et je suis content d'avoir un programme qui leur est réservé. Ce n'est pas seulement une question de mérite, c'est aussi une question d'efficacité. On avance plus vite avec quelques centaines de personnes qui sont vraiment motivées qu'avec une foule de spectateurs inertes. Donc j'ai créé cet espace dans lequel je suis seul à bord. J'aurais dû faire ça depuis des années et je suis vraiment content d'avoir enfin franchi cette étape. Vous voyez, je n'avais pas fixé ça comme un objectif, celui de la résilience, celui de l'indépendance. J'étais sur YouTube, je me disais, bon, de temps en temps, je me fais sucrer une vidéo, mais c'est pas grave, tu vas adapter ton discours. Au fond, tu vas réussir à nager au milieu de tout ça. Que dalle. En fait, quand on n'est pas maître de ces supports, eh bien, on est en insécurité permanente et donc,
on vivote, on zigzague, on ne va nulle part. Et moi, je voulais que le chemin vers la victoire de nos idées soit maintenant une ligne droite. Et c'est pour ça que j'ai créé Super Danny Live. Il y a 3 avantages, il y en a des tas d'autres, mais là je parle par rapport au sujet qui est le nôtre dans cette vidéo. 3 avantages à Super Danny Live qui pourraient vous plaire et vous donner envie de rejoindre le clan. Le premier, c'est que je ne suis pas le seul à proposer des choses. Je vois Super Danny Live comme un think tank. C'est-à-dire que je propose dans chaque live, je rappelle qu'il y a 6 lives par mois. Donc si vous faites à l'année, ça fait 72 lives. 72 lives, et ça, c'est pas la seule chose que je propose avec Super Danny Live. Mais ça, c'est la base. C'est le tapis de sol voilà, de la demeure Super Danny Live et de ce que nous allons construire à l'intérieur de cette maison. L'idée, c'est pour ça que j'appelle les membres des volontaires, c'est de les faire participer. Quand je propose par exemple des stratégies pour faire en sorte que tel concept entre dans la tête des nationalistes de demain, ça par exemple c'est un truc qu'on a fait dans le dernier live en date, je dis voilà, je reste discret là-dessus parce que justement c'est en privé et c'est pas pour n'importe quelle raison. Je veux que tel discours devienne la norme au sein de la dissidence dans 5 ans. Voilà notre objectif. Voilà comment on va faire pour l'atteindre. Eh bien, je développe ma stratégie, mes idées et je demande aux camarades, aux membres du clan de me donner également leurs idées. Ceux qui ont la meilleure idée et qui sont les plus motivés, eh bien, je les prends sous mon aile, je les aide, on travaille ensemble et on fait en sorte de développer ces idées. Ça, c'est la première chose. Il y a une dynamique collective qui est extrêmement stimulante. La deuxième chose qu'on a mise en place et qui, je crois, intéressera un certain nombre d'entre vous, c'est un groupe au sein de ce groupe des volontaires de Super Danny Live qui comprend les célibataires, hommes ou femmes d'ailleurs, et c'est à raison que c'est mixte, qui veulent absolument sortir et le plus vite possible de leur célibat nocif, eh bien, dans un groupe où on s'entraide les uns les autres. Évidemment, moi je suis en couple, mais je suis le grand frère, ouais, cette émission qui s'appelle Grand Frère. Je vous aiguille, je vous aide dans un groupe, je consacre énormément de temps pour faire en sorte que ceux qui sont comme ça coincés dans un espèce de carcan, celui de la solitude postmoderne, citadine, notamment en Europe de l'Ouest et en France, puissent s'en sortir, qu'ils veuillent s'expatrier ou non. On peut trouver chaussure à son pied, on peut trouver sa moitié, vous le dites de la manière la plus romantique que vous voulez, ce qui vous fait le plus vibrer le cœur. C'est possible, mais il faut sortir de la sinistrose. Et pour ça, vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure à propos du militantisme, la dynamique de groupe est essentielle parce que les uns et les autres se mettent des coups de pied dans les fesses. Là-dessus, je suis très bon parce que j'ai beaucoup d'expérience, parce que je l'ai fait pour moi-même, je l'ai fait pour des amis, parce que pour moi, vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai à ce qu'un militant se complète lui-même en trouvant exactement la femme qu'il lui faut et qui le rend heureux au quotidien, qui lui donne vraiment une raison de vivre supplémentaire et beaucoup plus tangible. Et je crois que, vous savez, vous n'y croyez pas parce que ce qui disparaît aussi au fil du temps, c'est les rapports de générosité entre les autres. C'est-à-dire la pure aide pour un frère. Un frère est en galère, je l'aide. Eh bien, dans cette communauté, vous allez trouver des gens qui vous aideront simplement parce que vous êtes dans la communauté. Il n'y a pas de vices cachés, il n'y a pas de choses complexes à réfléchir, il n'y a pas un coaching bizarre qui viendrait de nulle part et qui se foutrait comme ça au milieu ensuite du projet. C'est simplement des groupes de discussion dans lesquels je suis très actif et où j'aiguille des gens qui me disent, voilà, par exemple, telle heure, tel jour, j'ai réussi à obtenir ce rendez-vous avec cette nana-là. Ok, on réfléchit ensemble. On va t'aider. C'est-à-dire, de quoi tu as besoin? Quels sont tes éléments? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que nous, on peut te dire en échange pour que ce rendez-vous se passe de la meilleure manière possible? Si ce n'est pas la bonne, on te le dira. On essaiera de réfléchir pourquoi ce n'est pas la bonne, pourquoi ça ne fonctionne pas. Tu es avec quelqu'un depuis un certain nombre de semaines, de mois, ça ne va pas. Tu n'arrives pas à faire le diagnostic tout seul. On va te faire gagner du temps. On va te dire, il y a ça, tel élément, ça ne va pas marcher. D'accord? Il y a toujours une part de risque, mais c'est aussi ça. Dans une famille, vous vous faites conseiller par les membres de votre famille. Parfois, les membres de famille peuvent se tromper, mais la famille reste. Et on reste soudé autour de la personne jusqu'à ce qu'elle arrive à son objectif. Je sais que dit comme ça, les gens n'aiment pas trop les statistiques, les mots, le vocabulaire, le lexique mathématique quand on parle d'amour. Mais au fond, rechercher
la femme de sa vie ou l'homme de sa vie, ça revient à rechercher, c'est comme une recherche d'emploi. À un moment donné, on se le fixe comme un objectif. Et si on ne le fait pas de la manière la plus intensive possible, eh bien, on n'y parvient pas. Surtout quand on est timide et qu'on a perdu confiance en soi. Donc ça, c'est une chose qu'on fait. En plus, le fait de le faire en privé, eh bien, vous ne le faites pas devant un panel très large de gens. Il n'y a pas aussi cette espèce de gêne qu'on peut ressentir et qui est totalement conne quand on y réfléchit. Parce qu'une communauté, qu'est-ce que font les communautés musulmanes ou juives? Eh bien, il y a des entremetteurs. Voilà, quand il y en a un qui est célibataire, on va le faire dîner avec une autre nana qui est célibataire. Et c'est tout à fait normal et c'est en aucun cas bizarre. Et à force de rabâcher le principe simple mais efficace du communautarisme blanc, on va aussi réussir à le faire nous et c'est tout du moins ce qu'on fait déjà avec Super Danny Live. La troisième chose, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, ce sont les cours de russe. Les cours de russe commencent cette semaine, en fait. Vous pouvez y accéder simplement en étant abonné de Super Danny Live. C'est un plus, un avantage. Mais ce qui est certain, c'est que mon but pour faciliter l'expatriation, on m'a dit quelque chose qui est tout à fait juste et je l'ai pris en compte. On ne va pas s'installer dans tel ou tel pays quand on n'a pas déjà de repères sur place, de compagnons ou d'aide particulière, sans connaître un minimum la langue du pays. Alors on a choisi de commencer par le russe parce que, évidemment, quand on parle de projet d'expatriation, on parle de projet d'expatriation vers une Europe encore européenne, ce qui est le cas de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est et de la Russie. Et on a choisi les cours de russe parce que, pas seulement parce que je connaissais Olesya via un ami, mais parce que le russe est la langue la plus parlée de ce bloc d'ex-Union soviétique, c'est-à-dire Russie, Ukraine, même dans les pays baltes, c'est très parlé, Moldavie, en Pologne, il y a un certain nombre de gens encore qui parlent russe, même s'ils n'apprécient pas forcément les Russes. Donc c'est une langue qui est à la fois utile quand on veut s'expatrier, utile pour des raisons professionnelles, qui, je dois dire, est assez belle aussi. Le russe a une mauvaise réputation et pourtant c'est une langue très lyrique. Donc on offre déjà cette possibilité d'apprendre, de s'améliorer. En fait, ce sont des cours pour l'instant pour débutants, mais ça ira de plus en plus loin jusqu'à, le but vraiment, Olesya se fixe cet objectif qu'au bout d'1 an et demi, 2 ans, vous suivez ces cours avec assiduité et vous pouvez ensuite débarquer là-bas et vous arrivez à tenir une conversation. Et finalement, c'est l'essentiel. Le reste vient après quand on vit sur place. Voilà 3 des choses que nous proposons avec le reste des volontaires dans Super Danny Live. C'est vraiment un projet pour moi solide, d'avenir, dans lequel je vais énormément m'investir. Je conçois que ceux qui étaient habitués à ce que je fournisse énormément de contenu en public ressentent ça comme je sais pas, comme si on faisait une soirée à laquelle on n'était pas invité, voilà, une soirée privée, VIP. Mais vraiment, à la fois par volonté d'indépendance et parce que les conditions d'utilisation de YouTube et la censure ne fait que s'accentuer, je n'ai pas d'autre moyen pour continuer le combat que je veux mener. C'est très clair et net, et je le dis, j'en ai pas honte du tout. L'argent est le nerf de la guerre. En réalité, je ne produis pas moins d'émissions en public, j'en produis plus. C'est-à-dire, j'en produis plus en tout. J'en fais autant en public qu'avant, et en plus, j'en fais en privé. Donc c'est un travail colossal, mais qui me stimule énormément, et que je suis fier de mener avec les autres volontaires de l'équipe. Le dernier point que je voudrais évoquer va vous étonner, et sans doute vous déplaire. Ça fera finir la vidéo sur un ton un peu amer. Je vous prie de m'en excuser par avance. Mais parfois, il y a le plaisir et parfois, il y a le devoir. Et je crois que je dois vous le dire, ou plutôt vous le rappeler. Parce que YouTube, qui est finalement la télé du XXIe siècle, vous le fait oublier. Nous met dans une position de consommateur assez confortable, je dois dire, et encore une fois, je ne m'exclus pas de cette chose-là. Il m'arrive très souvent d'oublier l'essentiel. Et qu'est-ce que c'est l'essentiel? Attention, vous allez retomber de 10 étages. L'essentiel, c'est que vous allez mourir un jour. Un jour, je vais mourir, et un jour, vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes, tu vas mourir. On ne sait pas quand, personne ne sait quand. Et le fait de ne pas savoir, bien sûr, crée une angoisse, mais ce n'est pas le sujet, ce n'est pas ça dont je voudrais parler. Le fait de ne pas savoir nous oblige, nous donne une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de donner le meilleur tant qu'on est là et faire quelque chose de notre existence. Moi, ce que je voudrais vous dire, mes braves, mes frères, et tous les amis qui vont regarder cette vidéo et la trouver bien sinistre comme fin, je ne vous ai pas habitué à cette fin-là. Mais pour moi, c'est essentiel parce que c'est vraiment quelque chose que je ressens. Je ressens cette absence de crainte
par rapport à votre disparition, la disparition de tout homme. Nous naissons et nous disparaissons. Et aujourd'hui, les hommes et les femmes, et le camp national n'y échappe pas, oublient cela. Alors ma question, mes amis, c'est quand vous allez mourir, qu'est-ce que vous allez laisser? Qu'est-ce que vous allez laisser au monde? C'est la seule question que vous devez vous poser chaque jour. Il n'y en a pas d'autre. Tout le reste, nos joies, nos pleurs, un concours raté, une telle personne qui a dit tel truc sur un plateau télé, qui est aberrante, qui est ridicule, qui est anti-blanc, qui est ce que vous voulez. Oui, mais ça, c'est des détails. La question que je veux vous poser, que je vous pose à tous en même temps, c'est est-ce que vous travaillez à votre postérité? Quelle trace vous allez laisser dans le monde? Si vous mourrez aujourd'hui, est-ce que le monde se souviendra de vous? Est-ce que vous aurez accompli quelque chose dont vous pourrez être fier? Si vous vous posez cette question tous les jours, vous allez voir que vous allez changer. Vous allez être juge de vous-même et vous ne vous permettrez plus de ne pas faire ce que vous ne faites pas aujourd'hui. Vous ne vous permettrez plus d'être dans la fainéantise, vous ne vous permettrez plus d'être dans le ressentiment inactif. Vous ne vous permettrez plus ça, parce que si vous vous le dites au quotidien, je sais que ça paraît fou, et je vous le dis franchement, je ne suis pas du tout hypocondriaque, je ne suis pas obsédé d'une manière gothique et macabre par la mort, simplement je sais, et je crois le ressentir de manière plus tangible que les autres, que nous sommes des êtres de chair, et que chacun, nous devons un jour dire au revoir. Peut-être aussi parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mon activité s'est intensifiée depuis un an. Et depuis un an, qu'est-ce qui s'est passé? Guillaume Faye est mort, Topa est mort. C'était deux personnes qui, sans être des amis proches comme peuvent l'être des gens que j'ai connus depuis 20 ans, eh bien, étaient des amis d'idées et des gens que j'estimais et qui faisaient, dans leur domaine respectif, du très bon travail. Et même si Guillaume Faye est quand même mort à un certain âge, il est mort sans avoir terminé toutes ses œuvres. Topa, j'en parle même pas. Et je crois que plus qu'à d'autres, ça m'a fait me rappeler que la vie est courte et qu'il faut en faire quelque chose. Il est absolument immoral de ne pas faire quelque chose de sa vie. Et surtout, vous le faites même pas pour l'Europe, vous le faites pas pour les autres, vous le faites pour vous. Pour vous-même. Imaginez, essayez de concevoir votre propre mort. Essayez d'imaginer que dans 2 semaines, vous pourriez être mort. Est-ce que vous seriez content de ce que vous avez accompli? Souvent, la réponse est non. Si la réponse est non, il faut changer quelque chose. Il faut le faire au plus vite parce que la vie est courte. Maintenant, pour revenir sur l'idéal, sur notre idéologie, sur l'européanisme, sachez-le, on va perdre des tas de batailles, des dizaines, des centaines de batailles. Mais si vous travaillez très fort à mes côtés, et si vous travaillez aux côtés des porteurs de voix qui en valent vraiment le coup, des vrais identitaires, des vrais Européens, des vrais amoureux de l'Europe, des vrais combattants, de ceux qui disent les vraies choses, de ceux qui agissent, des vrais hommes forts, des alphas, pas au sens, je sais pas, esthétique ou séduction, il ne s'agit pas de ça. Je parle vraiment de la vraie virilité, c'est-à-dire poser ses pieds dans le monde et mettre un pied devant l'autre, avancer vers quelque chose de concret, construire, bâtir pour le futur, pour ceux qui vont nous survivre, pour nos enfants, pour ceux de nos autres camarades. Et inspirez-vous de ces gens-là. Et si vous travaillez assez intensément, eh bien, aucune raison qu'on n'y arrive pas. On est des Européens, on a prouvé par le passé notre valeur, on va le prouver encore à l'avenir. Des batailles seront perdues, je le répète, mais la victoire finale, elle sera pour nous.